Yawar Pampa, l'auteur bolivien Edgar Sandoval Yugar, nous amène sur un chemin de légende ténébreux qui nous raconte la Terre et nous immerge avec délice dans la cosmogonie andine. Nous avons laissé à la fin de l'épisode 2 l'anthropologue Alberto Garcia Carrero devant la vision d'un lama mort. À ce moment, je perdis tout espoir et je me laissai tomber sur les genoux. Des larmes coulaient de mes yeux en voyant les orbites du crâne vide, les mouches qui volaient tout autour et la puanteur était insupportable. Mythicole, il était une fois, le peuple maudit de Yawar Pampa, épisode 3. Je ne sais où j'étais, dans quelle direction j'allais, mais je le faisais dans un état catatonique, sans notion de quoi que ce soit. Je ne sais combien de temps j'avais été ainsi, parce que l'impact de la vision des flammes des morts était trop pour les nerfs. Je commençais à retrouver une partie de ma santé mentale quand je vis quelques récoltes perdues au loin. Au début, je ne voulais pas croire ce que je voyais, ne voulant aucune autre déception brutale comme auparavant. Mais je continuais à marcher et les plantations devenaient plus nettes. Quand je m'aperçus que je marchais sur un terrain de terre, je vis les cultures traversées par un petit ruisseau qui descendait des hautes montagnes, à droite de la route, et qui finissait dans un immense lac dont personne n'avait connaissance. Une pampa infinie et stérile s'étendait devant la Serrania, jusqu'avant d'atteindre le ruisseau, à l'endroit où je me trouvais. En marchant, je pensais que je pouvais trouver un village entre les pentes des collines et le lac inconnu. Au-delà, à gauche de la route, je pouvais voir un salar sans fin en continuation du lac. À la fin, je serais sauvée. Je ne pouvais pas y croire. J'étais sidérée par la vision d'un peuple jusqu'à ce que me parviennent des cris. C'était une femme qui cultivait la terre et me criait de quitter le lieu de toutes ses forces. Le comportement de la femme me parut incompréhensible, puis elle ne me parut pas agressive, mais je notai que quelque chose la préoccupait. De toute manière, je ne pouvais obéir et m'en retourner d'où je venais. C'était simplement impossible. En premier, je devais calmer ma faim et ma soif. Lorsque la femme vit que je continuais à avancer, elle cessa de crier et courut vers le village. Pendant ce temps, j'arrivai jusqu'aux eaux cultures et me dirigeai vers la rivière pour boire. Je pris l'eau du siphon entre mes mains avec plaisir, mais quelques moments plus tard, je compris que l'eau avait un goût de sang. De toute façon, je continuais à boire car la soif était terrible et je devais cesser toute sensiblerie dans une telle situation. J'attribuais le goût du sang présent dans l'eau à la région salpêtre. Une fois réconforté, je vis un groupe d'hommes accompagnés de femmes qui cultivaient venir dans ma direction. Soudain, une peur m'envahit, parce que je me souvins des histoires des Atouch-Runa, les hommes cougars, et je redoutais les hommes de ce peuple qui était anthropophage. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas fuir. Je ne savais pas où j'étais et je n'avais pas de nourriture. J'étais totalement à leur merci. J'attendais, méfiant, que les hommes se rapprochent, mais quand ils s'approchèrent, je remarquai leur visage et leur regard triste de condamnés à mort. Celui qui paraissait être le Jilakata, le chef de la communauté, s'approcha de moi sans que je puisse apercevoir dans ses gestes aucun mal. « Bonjour Tata », dit-il en agitant sa tête. « Je suis Anselmo, le chef de ce village. Qui es-tu » ?»« Mon nom est Alberto Garcia, je répondais en bégayant. « Pouvez-vous me dire où je suis ?» Les paysans étonnés me regardaient sans savoir quoi dire jusqu'à que finalement le Jilakata parle. « Vous êtes chez les Yawar Pampa, dit Anselmo. Malheureusement, vous ne pouvez partir d'ici. » La réponse me fulmina dans un éclair et je supposai immédiatement qu'ils me tenaient prisonnier. Les hommes n'étaient pas agressifs, mais paraissaient bien amicaux, donc quelque chose clochait. « Et pourquoi ne me laissez-vous pas partir ?» demandai-je en colère. « Nous ne vous empêchons pas de partir. Ce qui se passe, c'est que ces terres sont maudites. Celui qui vient ne peut en repartir. Chaque fois qu'il essaie, il revient sans avoir pu le faire. » Cette explication me remplit de doutes plutôt que de m'éclairer. Je décidai d'attendre la suite des événements. « Allons-y, » dit le Jilakata en m'attrapant mon bras. « Je vais te montrer une maison vide où tu pourras habiter. » Je suivis sans résistance, parce que je remarquais aucune inimitié dans ses paroles, mais je faisais l'hypothèse qu'il me faudrait vivre avec eux. Nous traversâmes des cultures et sans raison quelques-unes de ces terres semblaient infiniment tristes. Nous arrivâmes à la petite ville où il y avait une église à demi ruinée, pas plus de 10 maisons et un cimetière géant. Ce cimetière était bordé à l'infini par le salar à l'arrière et par toute la longueur du lac qui s'étendait à notre gauche. À droite, je pouvais voir les montagnes imposantes et je frissonnais. C'était comme si quelqu'un avait prédit ma mort. Dans l'une de ces montagnes, on pouvait voir un chevalement. Alors je supposais que la population locale faisait l'extraction d'argent ou d'étain.
Au loin, je pouvais voir une cabane isolée, quelques champs où il y avait quelques rares lamas et quelques rares moutons. Le Gilakata et tout son entourage s'arrêtèrent devant l'une des cabanes. « Tu peux vivre dans cette maison, après nous te donnerons une terre pour cultiver et pour ta subsistance. Les bêtes appartiennent à la communauté, nous nous en occupons ensemble. » « Mais je dois revenir à Oruro demain, je répondis en lui serrant la main. Le chef m'observait avec une condescendance triste. « Maintenant repose-toi, après nous parlerons. Santana te portera du chuno, aliment à base de patates, avec un peu de charguet, de la viande de lama. Elle t'aidera aussi pour le nécessaire. » Ils m'ouvrirent la porte de la cabane en m'invitant à y entrer, puis la refermèrent sans se soucier de ma stupéfaction.